Bonjour, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes tous en bonne santé pour cette rentrée. Je commence la période avec une vidéo commune aux secondes et aux premières. Ça va clore la séquence sur la poésie pour les secondes et démarrer la séquence sur Victor Hugo, donc de la poésie aussi, pour les premières. Et pour démarrer doucement, en tendresse, de façon tranquille et agréable, j'espère. Même si évidemment ça va pas plaire à tout le monde, on est bien d'accord, je vous propose de travailler à partir d'une chanson qui s'appelle La vie c'est quoi? C'est plutôt une chanson pour les petits, mais c'est une chanson très poétique. Et on avait évoqué ça avec les secondes sur le fait qu'il y avait une proximité justement entre la poésie et la chanson. Et on le voit bien ici, donc ça va être pour moi l'occasion de travailler sur la notion d'image poétique et sur le langage poétique. Donc vous avez l'adresse, je vous mettrai le PowerPoint, vous pourrez aller voir la chanson. Évidemment, il faut que vous ayez vu la chanson avant de démarrer pour pouvoir bien comprendre. Alors on démarre. Donc c'est une chanson, La vie c'est quoi, qui va reposer sur des petites définitions poétiques données par un père à sa petite fille. Et donc j'ai repris quelques définitions, quelques images. Première réponse à c'est quoi grandir? Question de la petite fille. C'est fabriquer des premières fois. C'est quoi la poésie? Une épuisette à étoiles. C'est quoi l'école buissonnière? Un croche-patte à Pythagore. Donc évidemment, toutes ces images, elles sont plus ou moins familières, plus ou moins compréhensibles. Je ne sais pas si vous les avez comprises, on va les reprendre tout à l'heure. Quand il y a une image, que ce soit une comparaison, une métaphore, une périphrase, il y a toujours ce qui est comparé, c'est le comparé, à quoi c'est comparé, le comparant, et puis qu'est-ce qui permet de faire un rapprochement entre les deux. Donc, je trouvais qu'il y avait une jolie collection d'images poétiques et je vous incite à bien écouter la chanson, en relever d'autres qui vous semblent intéressantes, qui vous touchent, etc. Alors, comment on fabrique des images poétiques? Il me semble qu'il y a deux choses, enfin j'ai pris deux choses, évidemment, je ne dis pas que ce soit exhaustif. L'association d'idées et puis les métaphores et comparaisons, j'en peux rajouter, j'en parle après, des périphrases. Alors l'association d'idées, ça va vous rappeler pour les secondes un exercice qu'on a fait, je vais le reprendre ici, vous voyez. Donc, vous avez fait ce petit exercice. Parfois, un mot nous en suggère un autre qui lui est lié par le sens, un lien de sens, un synonyme, un hyperonyme, c'est un mot générique, un mot qui en est proche, qui fait partie de... Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être associées. Les sonorités. Par exemple, on a vu aube et aubépine, hein, on entend aube dans aubépine. Un souvenir personnel, peut-être que quand un jour je me suis levée à l'aube et j'ai vu le soleil, la rosée, enfin, ça va évoquer un tableau personnel. C'est ce qu'on appelle la pensée associative. C'est un mode de réflexion très utile pour chercher des idées, mais c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver en poésie. C'est quelque chose qui est utilisé parfois, par exemple, en psychanalyse, le fait d'associer des idées, et c'est pour ça que le groupe des surréalistes au début du XXe siècle, du dadaïsme, euh, s'inspire justement de la psychanalyse pour créer des images inattendues et justement en s'appuyant sur ces associations d'idées. Donc, évidemment que dans le travail, enfin la chanson qu'on écoute, il y a cette association d'idées. C'est quoi la poésie? Une épuisette à étoiles, ça va pas venir de n'importe où. On associe des mots, des idées, des concepts, des sonorités, etc. au mot poésie. Donc là, par exemple, j'ai fait un arbre. Vous pouvez vous amuser à rajouter des mots. Qu'est-ce que ça évoque, hein? C'est quelque chose qu'on utilise dans le brainstorming, ce système. C'est-à-dire que pour chercher des idées, ensemble, en équipe, on met un mot et puis
tout le monde dit ce qui lui vient à l'idée, même si en soi, ça ne semble pas évident comme association d'idées, mais ça va faire émerger des idées originales différentes. Donc voilà, proposer étoile, vers, Victor Hugo, enfance, image, rime, rêve. Vous savez peut-être d'autres mots, d'autres idées qui vous viennent à l'esprit quand on parle de poésie. Et épuisette à étoile, c'est une expression qui est pour le moins originale, qui n'est pas forcément la définition qui vous viendrait à l'esprit, évidemment, en premier lieu. Donc, l'association d'idées, c'est une façon, déjà une première façon de faire des liens. Et puis, on construit aussi par les comparaisons et les métaphores, hein. Donc, euh, on peut avoir une simple association d'idées. Grandir, c'est fabriquer des premières fois. C'est quelque chose qui est compréhensible, je pense, hein, la première fois que les premiers pas, par exemple, la première fois qu'on va à l'école maternelle, puis à l'école primaire, la première fois qu'on va manger une nourriture un peu pour les grands, la première fois que on va avoir un amoureux, qu'on va embrasser, etc. Donc, on comprend bien en quoi ces premières fois, finalement, rythment la vie et enfin, montre une évolution, quelque chose qui va vers l'âge adulte et puis malheureusement aussi vers la mort. Donc ici, on a une association d'idées, c'est pas une comparaison parce que c'est juste une chose à laquelle on pense quand on grandit, une forme de définition, mais qui reste partielle, qui donne juste un aspect de ce que c'est que grandir. En revanche, quand on a une métaphore avec une épuisette à étoiles, c'est un petit peu plus complexe. Si on avait une comparaison, on mettrait comme, hein. Je vous rappelle que la différence entre comparaison et métaphore, c'est d'abord la présence ou pas d'un mot de comparaison. Donc on pourrait dire la poésie, c'est comme une épuisette à étoiles. Là, ce serait une comparaison. Par contre, c'est une épuisette à étoiles. Il n'y a pas de comme, c'est une métaphore. Et donc, il va falloir comprendre et analyser l'image, c'est comprendre qu'est-ce qu'on compare, le comparer, à quoi on le compare, le comparant, et quel est le point commun qui permet de faire un rapprochement entre ces deux idées. Donc le comparer, la poésie, ce qui est avant, c'est la question qui vient avant le c'est quoi, et à quoi on le compare? À une épuisette à étoile. Pourquoi une épuisette? Quel peut être le point commun? Alors moi, je vous mets une explication. Vous pouvez développer une autre explication, la proposer, pas de souci. Donc, pour moi, la poésie est comparée à un objet symbolique, mental, cognitif, hein, qui permettrait d'attraper quelque chose, de saisir quelque chose qui habituellement nous échappe. Avec une épuisette, on va attraper des poissons, des papillons, des choses qui sont difficiles à attraper. Et du coup, bah, les étoiles, c'est aussi une métaphore. Et on va se demander, c'est quoi les étoiles? Si la poésie est cette épuisette, qu'est-ce qu'elle permet d'attraper? Quelles sont les étoiles qu'elle permet d'attraper? Et donc, ça pourrait être des mots qui sont beaux, qui brillent, qui ne sont pas ceux du quotidien, qui sont un peu étrangers à notre propre monde, qui semblent un peu lointains, qui élargissent notre vision du monde, comme les étoiles nous amènent à percevoir l'espace, et un espace beaucoup plus vaste. Voilà, donc vous voyez que dans cette métaphore, en fait, il y a deux choses qui sont comparées, la poésie et les étoiles, et les mots, enfin ce que permet d'attraper la poésie. Donc c'est une métaphore qui est assez complexe, hein, qui repose sur différentes images. Alors, là, c'est plus de la grammaire. Quels sont les moyens syntaxiques, c'est-à-dire comment on construit. La syntaxe, c'est la construction d'une phrase ou d'une proposition dans une phrase, d'un groupe de mots, etc. Et c'est important pour la compréhension, en fait. C'est pas juste pour faire de la grammaire, c'est que c'est important de comprendre comment est construite cette métaphore pour la percevoir. Parce que si vous lisez un texte et que vous ne percevez pas une métaphore, ça veut dire que vous ne l'avez pas compris. La métaphore, c'est une figure qui est particulièrement, et la comparaison, mais elle est plus facile, la comparaison à voir, alors que la métaphore, elle se cache, hein, puisque elle enlève un petit peu les indices, le comme, elle se cache, elle se dissimule, et il faut la repérer, il faut la démasquer, et c'est pas toujours si simple de démasquer une métaphore. Donc, si je vous mets ce petit sujet sur la construction syntaxique, c'est justement pour être attentif
à cette façon dont la métaphore a de se cacher, de jouer à cache-cache dans le texte. Alors vous avez vu, par exemple, que un truc très simple, c'est le c'est qui va introduire un attribut du sujet. Et très souvent, cet attribut du sujet est, dans le texte en tout cas qu'on va étudier, c'est une périphrase. Mais quand je dis c'est un vrai lion, eh bien, on voit bien qu'on a un comparé qui est la personne dont on est en train de parler, et puis le comparant le lion, et le point commun, ce que ça nous dit du coup sur la personne, c'est que c'est quelqu'un de dynamique, qui a de l'énergie, qui peut se montrer combatif, peut-être un peu féroce, hein, voire majestueux. Le lion est souvent associé à la majestueux. Donc, voilà, ça nous dit quelque chose, c'est une façon imagée de définir, de décrire. Donc vous voyez, vous aviez plusieurs choses. C'est fabriqué les premières fois. Ensuite, le C n'est pas répété, mais vous avez directement la périphrase. Une épuisette à étoile, un croche-patte à Pythagore. Donc le comparé, là on le trouve, il est devant. C'est quoi la vie? C'est quoi la poésie? C'est quoi l'école missionnaire? C'est quoi grandir? Etc. Et vous avez le comparant après. Au passage, on n'a pas expliqué un croche-patte à Pythagore. Pythagore, c'est un peu une métonymie, c'est-à-dire on désigne la partie pour le tout pour désigner les mathématiques. C'est un théorème ou un personnage. On sait pas trop là, hein, c'est un peu ambigu dans la formulation. Donc Pythagore, c'est le mathématicien grec qui a, entre autres choses, qui est à l'origine du fameux théorème de Pythagore, mais il a aussi créé des échelles musicales, du solfège, etc. Parce qu'avant, la musique était très liée aux mathématiques. Et donc Croche-patte, le fait que on va se venger un peu de ces mathématiques, hein, qui nous font souffrir et leur faire un croche-patte, ne pas aller à l'école. Donc là, on voit un petit peu l'image. Une chose un petit peu plus compliquée à repérer, euh, une périphrase encore une fois, mais qui n'a pas de référence. C'est-à-dire qu'on n'a pas le comparant, on n'a pas le comparé, pardon. Ce qui compare à ce dont on parle réellement, ce à quoi on se réfère réellement. Dans le texte, il faut le reconstruire à partir de la périphrase. Et donc dans le refrain vers la fin, vous avez l'expression dans notre armoire à souvenirs. On voit bien qu'on a une périphrase qui désigne, je pense sans trop de, comment dire, c'est pas quelque chose de très recherché, mais la mémoire, hein. La mémoire n'est pas donnée, mais on va trouver une périphrase pour désigner ce, ce mot. Voilà. Pourquoi? Bah parce que la mémoire, c'est là où on range. L'armoire, c'est un lieu de rangement et on y range nos souvenirs. Encore plus difficile. Enfin, plus difficile, peut-être pas, je ne sais pas, mais c'est une construction hein, qu'on retrouve très souvent pour les métaphores. Un nom plus un groupe nominal prépositionnel. Prépositionnel, ça veut dire que on a une préposition, vous voyez, elle est là, de. Ah, excusez-moi, je suis allée trop loin. Il faut que je revienne en arrière et je sais pas comment je fais. Précédent, voilà. Donc, voilà, la fanfare, et puis un groupe nominal prépositionnel qui est introduit par une préposition, de tes fous rires, qui est complément du nom, c'est-à-dire que ça complète le nom fanfare. Et en fait, dans ce groupe nominal complexe, avec une expansion, avec un complément du nom, eh bien, on a le comparé et le comparant. Le comparé, c'est les fous rires, et le comparant, c'est la fanfare. Les fous rires sont comparés à une fanfare. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de bruit, mais en même temps, c'est joyeux, c'est bruyant et joyeux à la fois. Voilà, donc, à vous de jouer. Vous allez chercher d'autres images, c'est-à-dire qu'il faut que vous écoutiez la chanson. Et quand vous avez une image qui vous plaît, que vous comprenez, vous la notez. S'il y en a que vous ne comprenez pas, sur lequel vous aimeriez avoir une explication, vous le notez aussi. On peut revenir là-dessus. C'est des exercices de compréhension, ça. Et peut-être que là, ça vous semble un petit peu facile parce que c'est un texte qui est relativement simple, mais le fait de
comprendre les images dans un texte, de repérer les métaphores notamment, qui sont souvent plus difficiles à repérer, de comprendre les périphrases, c'est un exercice de compréhension. Donc, vous m'expliquez et vous me dites, est-ce qu'on a une périphrase simple? Est-ce qu'on a un groupe nominal complété par un complément du nom? Est-ce qu'on a C plus une périphrase attribut du sujet? Voilà, vous revoyez la vidéo pour repérer. Et je vous demande dans un deuxième temps de choisir 3 autres idées évoquées dans la chanson et de proposer une autre image, une autre périphrase. Donc par exemple, pour grandir, vous pouvez proposer une autre périphrase qui vous semble plus parlante pour vous. Hein. Exemple, c'est quoi l'enfance? Et vous allez me trouver une autre définition personnelle. Vous allez créer vos propres images, vos propres périphrases. Alors, euh, tout cela m'amène à parler de la polysémie. La polysémie, qu'est-ce que c'est? Petit rappel, poly veut dire plusieurs, sémie, sème le sens. Donc les mots ont plusieurs sens. Un mot est rarement univoque et donc comprendre un texte, c'est aussi dans sa tête choisir le bon sens. Mais en poésie, justement, on peut jouer sur cette polysémie et finalement écrire un texte dans lequel un mot peut être compris dans plusieurs sens et du coup le sens du texte est assez ouvert. Il est beaucoup plus sujet à interprétation. Et la polysémie est notamment due au fait qu'un mot peut avoir des sens différents dans différents domaines. Par exemple, une définition dans le domaine scientifique, ce ne sera pas la même chose qu'une définition dans le domaine littéraire, dans la vie courante, etc. Donc, justement, je voulais revenir là-dessus puisque le titre c'est quoi la vie? Et la vie, c'est un mot euh, vraiment polysémique. Au sens courant, c'est le fait d'exister. Voilà, je suis en vie, j'existe, je suis pas mort, hein, c'est le contraire de la mort. Et ça peut être aussi la durée de vie, la durée d'existence d'un individu, comme dans l'expression espérance de vie. Donc ça, c'est généralement le sens dans lequel on pense au mot vie quand on l'emploie dans la vie de tous les jours. Pour la science, j'ai recopié une définition, je ne sais plus de quel dictionnaire, c'est pas bien, j'ai pas mis mes références, mais bon, peu importe, caractère propre aux êtres possédant des structures complexes, macromolécules, des grandes molécules, des cellules, des organes, des tissus, et puis on pourrait dire au sens plus global un être, hein, puisque nous sommes composés de molécules, de cellules, d'organes, de tissus, pour former un être complexe. Et ce qui caractérise ces structures complexes vivantes, c'est qu'elles sont capables de résister aux différentes causes de changement. Donc, c'est pas parce qu'on opère un changement sur elles ou qu'elles ont un changement dans leur environnement qu'elles vont être détruites. Elles sont aptes à renouveler par assimilation leurs éléments constitutifs, atomes, petites molécules, à croître et à se reproduire. Donc quand on est vivant, on est capable d'aller chercher de la nourriture, des choses dans le milieu extérieur et d'utiliser ces éléments pour rester en vie, hein, et voir croître, grandir, se reproduire. Voilà, donc là c'est vraiment une définition scientifique, hein, qui pourrait appartenir au domaine des sciences du vivant, des sciences de la vie. Mais on pourrait penser à la philosophie. Il y a une citation très célèbre de Descartes, philosophe du XVIIe siècle, qui écrivait en latin. Ben ouais, parce que le latin, avant l'anglais, a été la langue de communication des scientifiques. Cogito ergo sum. Cogito, je pense, ergo, donc, sum, je suis. Et donc, définition de Descartes, sum, je vis, alors c'est traduit par je suis en latin, mais évidemment, ça peut amener à penser à j'existe, je vis. C'est pas oui ou, hein, on est d'accord. Et donc, ce qui définirait le fait qu'on soit en vie, qu'on existe, c'est la pensée, cogito.
Et là, c'est une définition d'un philosophe contemporain qui définit la vie d'un point de vue phénoménologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui se montre. La phénoménologie, c'est l'étude de ce qui apparaît, de ce qu'on peut voir, de ce qui nous, nous arrive par le biais de nos sens, de nos perceptions, comme ce qui possède la faculté et le pouvoir de se sentir et de s'éprouver soi-même en tout point de son être. Donc ça élargit un petit peu par rapport à Descartes, c'est pas juste je pense, donc je suis, mais c'est aussi je ressens, je me ressens moi-même, je m'éprouve moi-même, on appelle la proprioception, mais c'est aussi les émotions, les sentiments, etc., en tout point de son être. Alors évidemment, ça peut être sujet à discussion parce que est-ce qu'on n'est pas notre inconscient? Est-ce que si on est paralysé et qu'on ne sent pas tout son être, bref, la définition me semble pouvoir être discutable. Donc, en tout cas, pour la philosophie, la vie, c'est pas quelque chose d'extérieur qu'on observe, des cellules, etc. Et dont on peut voir qu'elles sont capables d'utiliser ce que leur amène leur milieu pour continuer leur existence et se développer. Mais c'est la conscience d'exister qui passe non seulement par la pensée, c'est René Descartes, mais aussi la perception, le ressenti, la proprioception. Proprioception, c'est tout ce qu'on ressent intérieurement, le fait de ressentir son corps, comme voilà, de sentir les limites de son corps, le mouvement, etc. Voilà, et donc en petit exercice final, je vous demande de transcrire les passages, c'est notamment à la fin ou dans les refrains, qui donnent la définition de l'auteur de ce qu'est la vie. Donc vous allez mettre pour Aldebert, la vie c'est, et vous me recopiez tout simplement ce qui est mis. Vous pouvez me dire comment vous le comprenez, puisqu'on a vu que une définition poétique, c'était par essence un peu polysémique, sujet à interprétation. Et donc, justement, j'aimerais bien que vous me disiez en quoi c'est une définition poétique. Voilà, je vous souhaite un bon travail et une bonne écoute de la chanson.